Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz et aujourd'hui je suis accompagné de mon ami et collègue Jeff Rich, un historien australien et l'auteur de The Burning Archive, une excellente publication sur Substack et désormais aussi une chaîne YouTube. En fait, j'aurais pu la mentionner ici aussi car il y a les deux. Il écrit et crée du contenu vidéo sur des questions historiques et la politique contemporaine, en les reliant à des thèmes historiques. Celui dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est encore une fois du discours de Rubio. Pas seulement du discours, mais de tout ce retour de l'Occident à ce passé colonial que nous pensions révolu, n'est-ce pas? Après des décennies de décolonisation, sur lesquelles il a également écrit, notamment la décolonisation de l'Afrique, nous semblons désormais être revenus pleinement à un moment où le dirigeant de l'Occident, le secrétaire d'État des États-Unis, estime qu'il est acceptable d'appeler ouvertement à davantage, non pas de néocolonialisme, mais de colonialisme classique, et de susciter certaines émotions en Europe pour y parvenir. Alors Jeff, avec cette introduction, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un plaisir d'être de retour avec toi, Pascal. Alors, qu'en as-tu pensé? Quelle est ton opinion sur le discours et la rhétorique, non pas néocoloniaux, mais bien coloniaux, qui émanent des États-Unis ces derniers temps? Eh bien, dans mon article sur Substack, ainsi que dans la vidéo, je l'ai décrit comme la Reconquista occidentale, en référence au processus par lequel les puissances chrétiennes ont lentement reconquis l'Espagne au fil du temps, environ 500 ans en fait, pour culminer en 1492, juste au moment où Christophe Colomb s'apprêtait à traverser l'océan pour fonder et construire les Amériques, selon Marco Rubio. C'était l'année de la prise de Grenade et de l'expulsion des musulmans et des juifs. C'est donc un événement très important qui a été largement idéalisé dans l'histoire espagnole, notamment par le généralissime Franco, le chef du gouvernement fasciste et phalangiste après la guerre civile espagnole, qui fut dictateur de l'Espagne de 1936 à 1975. Il a explicitement décrit à la fois sa lutte contre le communisme et son effort pour restaurer la grandeur espagnole dans l'idéologie de la Reconquista. Et en effet, il était en réalité le commandant des forces hispano-africaines, les forces coloniales hispano-africaines. C'était aussi sa base de pouvoir. Je fais donc une sorte de comparaison entre cela et ce même type de récit sentimental de l'histoire occidentale et américaine, ainsi qu'un éloge explicite non seulement du colonialisme occidental, mais aussi de la civilisation occidentale, d'une manière très monoculturelle. On la décrit comme une culture chrétienne, occidentale, européenne, en grande partie. Il n'y a pas beaucoup d'Europe de l'Est là-dedans. Vous savez, la version classique, typique des cours sur la civilisation occidentale des années 1950-1960. Et pour moi, les États-Unis, à travers Marco Rubio, parlent vraiment d'une reconquista, non seulement de, vous savez, la majorité mondiale, l'ancien monde colonisé, en rétablissant le contrôle sur la Russie, la Chine et l'Afrique, mais aussi d'une reconquista de l'Europe elle-même. La stratégie de sécurité nationale parle explicitement de nations européennes en bonne santé qui respectent la civilisation occidentale, respectent les traditions, tout ce genre de choses, et qui n'aiment pas la migration. Et ce sont elles qui peuvent se joindre au combat avec les États-Unis contre ce qui est présenté comme une disparition civilisationnelle. C'est donc un discours très moral, presque religieux, mais aussi un discours qui justifie l'Empire. Et bien sûr, l'autre ironie, c'est que Christophe Colomb n'a pas seulement navigué vers les Amériques immédiatement après la reconquête. À bien des égards, l'approche de l'Empire espagnol en Amérique était en partie inspirée, elle aussi, par une forme de ferveur religieuse.
Il y a donc de nombreux parallèles à établir. Mais c'est aussi, je trouve que c'est vraiment, c'est effrayant en réalité, que les États-Unis s'engagent dans ce type de rhétorique et renient aussi explicitement les 75 ou 80 dernières années de décolonisation depuis 1945, en rejetant tout cela comme, vous savez, des soulèvements anticoloniaux inspirés par le communisme athée. Et la seule chose qui soit vaguement rassurante là-dedans, c'est que cette rhétorique n'a rien de vraiment nouveau. C'était déjà celle de la guerre froide. Et c'est peut-être un rappel que les États-Unis ont toujours entretenu une relation très ambivalente avec la décolonisation. Je veux dire, les États-Unis étaient très heureux de voir la décolonisation dans les régions qui étaient sous le contrôle de certains de leurs concurrents ou concurrents potentiels, n'est-ce pas? En particulier le Royaume-Uni et la France. En même temps, les États-Unis ne se sont jamais souciés de décoloniser Porto Rico. Ils ne s'en sont jamais souciés. Ils ont activement combattu les processus de décolonisation ailleurs, surtout lorsque ces processus allaient de pair avec des idées socialistes. Et cela a été très, très sanglant. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé en Indonésie. Plus d'1 million de morts lors de la répression soutenue par les États-Unis menée par Suharto contre ce type de mouvement anticolonial, et ainsi de suite. Et bien sûr, la guerre du Vietnam était essentiellement une réaffirmation de la domination coloniale par les Occidentaux. Dans ce cas, il s'agissait en quelque sorte de passer le relais des Français aux Américains, ce qui rappelle beaucoup la manière dont le transfert s'est déroulé aux Philippines, n'est-ce pas? Mais 60 ou 70 ans plus tôt, lorsque les Espagnols étaient sur le point d'être chassés, ils ont fait venir les Américains et les Philippins ont perdu la guerre, non pas contre les Espagnols, mais contre les Américains, militairement supérieurs. On voit donc ce schéma se répéter encore et encore. Et en Afrique, il y a eu une autre forme de néocolonialisme subversif, également entremêlé avec le piège de la dette imposée par le FMI et la Banque mondiale. Donc je veux dire, le colonialisme n'a jamais pris fin. Et l'une des plus grandes erreurs en Europe, c'est de croire que le colonialisme, tout comme, vous savez, le féodalisme, sont des notions du passé, du Moyen Âge, n'est-ce pas? Et oui, le féodalisme en Europe est terminé. Les seuls vestiges féodaux que nous avons encore sont les maisons aristocratiques, les rois et les reines, etc. Mais ils n'ont plus de pertinence systémique. Ce sont plutôt des gens riches issus d'un autre temps. En revanche, le colonialisme est toujours bien présent, de manière systémique. Pourriez-vous peut-être parler un peu des caractéristiques ou des formes sous lesquelles nous voyons encore le colonialisme aujourd'hui? Peut-être aussi depuis votre Australie natale ou en l'observant d'un point de vue pacifique. Eh bien, écoutez, absolument. Je veux dire, on dit souvent qu'il y a eu 500 ans de colonialisme européen. Et je pense qu'il y a là une erreur importante que les commentateurs américains, en particulier, ont tendance à oublier, à savoir que l'Amérique a aussi été une puissance colonisatrice. Pas seulement avec Cuba et les Philippines ou autres, mais en réalité, dès le départ. Une partie de l'élan de la révolution de 1766 venait de la frustration des élites locales face aux contraintes imposées par les Britanniques sur l'expansion américaine vers l'Ouest, qui était aussi une dépossession des nations autochtones. Ainsi, l'Amérique a colonisé le continent nord-américain sur une période d'environ 100 ans, ce qu'on décrit souvent comme la fermeture de la frontière. Mais cela inclut aussi la conquête de la moitié de l'ancien Mexique espagnol dans les années 1840, et en quelque sorte, le génocide, pour ne pas trop édulcorer les choses, des diverses nations autochtones. Et en fait, c'est le conflit avec les nations autochtones qui, en partie, sous-tend la doctrine Monroe d'origine en 1823. Les États-Unis ont toujours été une puissance coloniale,
et ils le sont encore aujourd'hui, car il reste dans le monde 17 territoires non autonomes contrôlés par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de population dans ces territoires, mais ils existent toujours. Ainsi, le bilan des États-Unis, à la fois en tant que puissance coloniale et en tant que soutien plutôt peu scrupuleux et incohérent de la décolonisation, est assez mitigé. Et puis, vous savez, on parle souvent de 500 ans de colonialisme européen. Mais le colonialisme existait à la fois avant et après la période de domination européenne. Après 1492, avec Vasco de Gama partant pour l'Inde, Colomb et les conquistadors se rendant dans les Amériques et prenant le contrôle de ces sociétés. Il a pris de nombreuses formes, avec des aspects et des caractéristiques variées au fil du temps. La nature du colonialisme britannique, pendant cette période, était différente. Le colonialisme espagnol l'était aussi. Et vous savez, les différentes colonies ont connu des expériences très différentes. L'expérience de l'Australie en tant que, vous savez, colonie, puis dominion, puis nation à part entière, et ensuite peut-être une nouvelle colonie des États-Unis à une époque plus récente, est très différente de celle d'un pays comme le Mexique ou des nations africaines, qui ont été en grande partie colonisées officiellement dans les années 1880, mais avaient auparavant été soumises à toutes sortes de pouvoirs et d'influences impériales, notamment à travers l'esclavage transatlantique. Donc je suppose qu'il existe de nombreuses formes de colonialisme, et bien qu'il y ait très peu, si l'on veut, de contrôle formel d'un pays sur un autre au niveau politique ou constitutionnel, cela existe encore. La Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique est toujours une colonie de la France, mais c'est assez rare de nos jours. Mais il y a cette notion que l'on appelle souvent le néocolonialisme, que l'on peut sans doute décrire le plus simplement comme le fait de contrôler un pays sans en avoir l'air, le contrôler par des pratiques économiques, des élites politiques, le contrôle des médias, et ce genre de choses. Ce type de colonialisme, je suppose, persiste encore. Et comme vous le dites, l'histoire de la décolonisation n'est pas terminée. Elle ne l'est pas formellement, dans la mesure où il existe encore ces 17 territoires non autonomes, dont Guam, et des endroits comme la Nouvelle-Calédonie. Je pense que l'un des cas les plus scandaleux est celui de Gibraltar, en Espagne, que la Grande-Bretagne a pris en 1707 et revendique toujours. Mais ce processus n'est pas terminé non plus. Et il existe encore un comité des Nations Unies pour la décolonisation. En fait, un jour ou deux après que Marco Rubio a prononcé son discours, louant le colonialisme occidental et rejetant tous les efforts de décolonisation, le secrétaire général de l'ONU s'exprimait en réalité à la conférence de l'Union africaine au même moment et adoptait un ton très différent, condamnant le colonialisme et soutenant les efforts des nations de la majorité mondiale, je suppose, pour obtenir des réparations à ce sujet. Il y a eu beaucoup de mouvements à ce propos ces derniers temps également. Mais peut-être pourrions-nous en parler, car certaines des réactions les plus intéressantes au discours de Rubio, à mon avis, ne viennent pas tant d'Européens ou d'Américains, mais plutôt de la manière dont ce discours a été reçu dans les pays décolonisés, en Inde, en Afrique et dans le reste du monde. Oui, non, précisément. Je veux dire, cela ne peut pas bien se passer. Et tu sais, l'une des raisons pour lesquelles, dans le système de l'ONU, je veux dire dans la Charte des Nations Unies, mais il faudrait que je vérifie, il est généralement admis que la décolonisation et la lutte anticoloniale sont des principes légitimes du droit international moderne. Et tu sais, même la lutte armée contre le colonialisme est explicitement approuvée par le système onusien tel qu'il existe aujourd'hui. Je veux dire que c'est dans la Charte des Nations Unies. Mais encore une fois, il faudrait que je vérifie si c'est vraiment le cas ou non.
Néanmoins, c'est la pratique générale. Et cela ne figure pas dans le système de l'ONU, parce que les pays européens et nord-américains éclairés auraient soudainement pris conscience de leurs erreurs et l'auraient inscrit. Non, c'est là parce que cela a été conquis et défendu par ce que nous appelons aujourd'hui le Sud global, ou la majorité mondiale, qui a ensuite rejoint l'Inde. Absolument. Je veux dire, cela a été en partie stimulé par l'indépendance de l'Inde en 1947, bien sûr. Mais ensuite, la conférence de Bandung en 1955 a été un jalon très important. Et en 1960, il y a eu, je ne suis pas sûr du titre exact. Oh, comment ça s'appelait-il déjà? La déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui était une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Et cela a conduit à la création du comité spécial de la décolonisation. Et vous savez, il y a eu une centaine de nouveaux pays qui ont rejoint les Nations unies au cours de cette période, la plupart dans les années 1950, 1960 et 1970. Le Portugal, par exemple, a démantelé son empire africain, mais aussi le Timor oriental, tout près de l'Australie, en 1975, après que le dictateur technocratique fasciste Salazar a été écarté du pouvoir. Donc oui, c'est vraiment une partie intégrante du système. Et en effet, l'ONU a proclamé des décennies pour l'éradication du colonialisme depuis 1990. Nous en sommes maintenant à la 4e décennie pour l'éradication du colonialisme. Et honteusement, dans cette décennie, nous avons un discours comme celui de Marco Rubio. Franchement, c'est honteux. Nous faisons un travail vraiment médiocre à ce sujet. Je veux dire, il y a encore 14 pays africains dont la monnaie est imprimée à Paris, 14, qui utilisent le franc colonial. C'est complètement insensé. Et cela fonctionne toujours de la même manière. Cela donne essentiellement à la France un levier sur le taux de change, ce qui signifie qu'elle peut le manipuler pour extraire les ressources et la richesse de ces nations à un prix bien inférieur à la valeur du marché. C'est vraiment stupéfiant. Et c'est un outil direct de pression. Et si tu regardes les Français, tu sais tous leurs discours de politique étrangère, par exemple à propos de l'Algérie, ils sont encore tellement amers envers les Algériens et cette fichue guerre d'indépendance. Plus d'1 million de morts là-bas aussi, après avoir gagné leur indépendance de la mère patrie. Et ils sont encore, aujourd'hui, pleins d'amertume à ce sujet. C'est surprenant que ce soit le cas et que ce ne soit pas un sujet en Occident. Ce ne l'est pas. Encore une fois, les Européens sont des Européens sur le terrain. Par exemple, j'étais en Suisse il y a juste une semaine. Tu sais, c'est pas un sujet, c'est pas un problème. Ce n'est dans l'esprit de personne. Encore une fois, le colonialisme est depuis longtemps oublié dans l'esprit de la plupart des gens. Oui, eh bien, c'est intéressant que vous mentionniez l'Algérie à ce propos, car à la fin de l'année dernière, l'Algérie a adopté une loi condamnant essentiellement les crimes du colonialisme. L'Algérie a été colonisée par la France à partir des années 1830. Et juste par curiosité, pour faire le lien avec quelque chose que beaucoup de spectateurs connaissent sans doute, Alexis de Tocqueville, qui a écrit le célèbre ouvrage de la démocratie en Amérique lors de ses voyages dans les années 1830, était un fervent défenseur de la colonisation en Algérie, déclarant explicitement, en substance, « Certes, nous brûlons des villages. Certes, nous affamons des populations. Certes, nous commettons tous ces crimes de guerre. Mais c'est toujours au nom de la grandeur de la France. » Tu sais, même certaines des figures emblématiques de la théorie politique libérale et démocratique, ont tenu au fil des ans des propos assez révoltants sur le colonialisme. Mais cette déclaration d'Alger est importante, tout comme la loi qui visait à obtenir des réparations et à déclarer le colonialisme français comme un crime d'État.
C'était un peu comme la guerre d'Algérie entre les années 1950 et 1960. Je crois que l'Algérie est devenue indépendante en 1962, qui, comme tu le dis, fut une guerre vraiment brutale. À bien des égards, c'était un cas d'essai précoce pour certaines des dynamiques que nous observons aujourd'hui en Asie de l'Ouest et dans le reste du monde. Donc, des techniques de guerre psychologique, une manipulation médiatique vraiment brutale, mais aussi la glorification de la violence. La lutte pour l'indépendance de l'Algérie était soutenue par, vous savez, la gauche, avec certains dirigeants algériens photographiés aux côtés de Jean-Paul Sartre et de tout ce cercle. Et vous savez, une sorte de champion du tiers-monde, je suppose, un peu partout dans le monde. Il est donc significatif que l'Algérie ait opéré ce changement. Et il y a actuellement beaucoup de dialogue entre la France et l'Algérie à propos de cette loi. Il y a aussi beaucoup de pression sur l'Algérie pour qu'elle renonce à sa demande de réparation adressée à la France concernant l'Algérie. Je suppose que son traitement, à la fois pendant la longue période du colonialisme, mais surtout durant la guerre d'Algérie, qui comprenait également des déplacements forcés et tout ce genre de choses, a été significatif. Mais en plus, l'Algérie a parrainé ce qu'on appelle la Déclaration d'Alger contre les crimes du colonialisme, de l'esclavage et de l'apartheid. Et c'est vraiment remarquable. Je veux dire, cette déclaration a été adoptée en décembre 2025. Le président du Ghana a déclaré lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, celle de septembre, je crois, où Donald Trump se plaignait de l'ascenseur et du téléprompteur et du fait que l'ONU n'avait pas accepté son contrat pour la rénovation du bâtiment. Le président ghanéen y a également annoncé qu'il présenterait une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies sur les crimes du colonialisme, de l'esclavage et de l'apartheid, y compris en demandant des réparations à ce sujet. Et cette résolution doit être présentée en mars. Et je me demande, vous savez, je ne peux que spéculer, mais la question à propos du discours de Rubio est « pourquoi maintenant ?» Je veux dire, à bien des égards, une partie de sa rhétorique sur la civilisation occidentale et la fierté sans complexe envers celle-ci s'inscrivent tout à fait dans la continuité de la pensée conservatrice américaine depuis longtemps, pensée qui a été réellement dynamisée ces dernières années par des figures comme Douglas Murray et d'autres. Mais on peut se demander pourquoi le secrétaire d'État en particulier ferait tout un cas du fait d'assumer totalement le colonialisme, sans jamais mentionner le mot esclavage. Et pourtant, l'esclavage, surtout pour les États-Unis d'Amérique, a été fondamental dans, vous savez, 5 siècles d'expansion occidentale. Je me demande donc s'il n'y a pas un certain degré de... Étant donné que le discours comportait également beaucoup de propos assez scandaleux de dénigrement des Nations unies. Vous savez, en affirmant que c'était uniquement grâce au leadership américain que la paix avait été trouvée à Gaza et en Russie, ou entre la Russie et l'Ukraine, ce qui est en soi aberrant. Mais il y avait beaucoup de mépris à l'égard des Nations unies. Je me demande si, en partie, il ne s'agit pas d'une sorte de position défensive face à cette vision plus affirmée, émanant de l'Union africaine, de l'Algérie et d'un ensemble de pays qui réclament des réparations ou une réponse des anciennes puissances coloniales à la répartition inégale du pouvoir et des ressources dans le monde. Je veux dire, ce que nous voyons en ce moment, c'est simplement un niveau de violence politique dans le monde que je pense nous n'avions pas vu de cette manière depuis un certain temps, de façon aussi flagrante en tout cas. Et tu sais, l'exemple le plus dramatique, bien sûr, c'est le génocide à Gaza, non? Et on ne peut pas parler du colonialisme moderne sans parler de ce génocide et de la manière dont les colons européens blancs et les colons américains déplacent la population locale, n'est-ce pas? Et non seulement ils la déplacent,
Mais ils procèdent maintenant à une extermination de masse, avec pour objectif déclaré et explicite de s'en débarrasser, morts ou vivants, de Gaza et à terme de la Cisjordanie. C'est absolument clair que c'est ce qui se passe et qu'il s'agit d'un État colonialiste de peuplement européen expansionniste qui s'étend et cherche à s'agrandir. Je veux dire, nous avons eu l'interview de Mike Huckabee avec Tucker Carlson l'autre jour. Non? Ou encore une fois la Bible, cette sorte d'histoire de ce que quelqu'un a dit il y a 3000 ans, puis il y a 2000 ans, et il y a 1500 ans, quand elle a été assemblée. Du moins le Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'était qu'un recueil, n'est-ce pas? Il n'a été compilé qu'il y a environ 1600 ans, lors du premier concile. Oui, je pense que c'est ce concile-là. Bref, cette idée que tout remonte à ces textes sacrés, c'est en réalité une manière très traditionnelle pour le colonialisme de se justifier à travers les Écritures saintes et tout ce qui s'y rattache. Non seulement l'esprit du conquistador, mais aussi celui du croisé y est profondément ancré. Et en même temps, ce qui s'est passé au Venezuela et la manière dont les États-Unis présentent simplement leur propre droit d'intervenir et de renverser, voire d'enlever, le président d'un autre État, la doctrine Monroe qu'ils invoquent encore. Donc je suppose que nous en sommes à un point où l'Occident est tellement affaibli qu'il ne peut plus dissimuler toutes ses fautes derrière le langage, vous savez, de l'humanitarisme. Il faut donc soit arrêter, soit redoubler d'efforts. Et il semble que la direction actuelle des États-Unis ait choisi de redoubler. Ma question pour vous est la suivante. Que pensez-vous des Européens? Parce que beaucoup de gens, moi y compris, ont interprété les ovations qu'ils ont faites à Rubio comme une approbation de ses propos. Mais vous soulignez dans votre article que ce n'est pas si simple. Ils ne l'ont pas aussi bien pris qu'on pourrait le croire à première vue. Oui. Tu vois, j'ai examiné toute une série d'analyses médiatiques du discours de Rubio. Aux États-Unis, y compris dans la couverture de presse de la Maison-Blanche, il souligne explicitement que les Européens n'applaudissent généralement pas les Américains, mais qu'ils ont tous offert à Trump ou à Rubio une ovation debout. De plus, le discours de Rubio a largement été interprété aux États-Unis comme une manière de se positionner devant Vance, comme s'il avait réussi à faire ce que Vance avait plutôt mal fait l'an dernier, délivrer un message ferme à l'Europe, que celle-ci a en plus applaudi. Mais je pense que cette histoire d'ovation debout est un peu une mauvaise lecture de la situation. En partie simplement parce que, en regardant l'événement, on voyait qu'il y avait beaucoup d'Américains dans la salle. Il y avait environ 40 membres du Congrès américain présents au dialogue sur la sécurité de Munich, dont presque tous se sont comportés de manière honteuse. Ils se sont bien levés et ont applaudi à la fin. Mais pour moi, c'était plutôt une version assez tiède de ce qu'on appelait autrefois des applaudissements orageux. Vous savez, l'expression qu'on utilisait pour décrire la réaction du public au discours de Staline en Union soviétique. Tout le monde avait peur d'être la dernière personne à s'asseoir et à arrêter d'applaudir. Donc oui, ils se sont levés et ont applaudi, mais sans grand enthousiasme. Et quand il y a eu des applaudissements plus tôt dans le discours, c'était assez tiède aussi, avec beaucoup de gens simplement assis comme ça. Mais plus significativement, une grande partie des commentaires qui ont suivi, de la part de divers ministres, responsables et commentateurs, se résumaient essentiellement à « Eh bien, vous savez, oui, nous sommes rassurés qu'il y ait quelqu'un qui ne vienne pas à Munich pour grogner contre nous, mais qui parle en des termes raisonnablement courtois. Cependant, nous ne sommes pas entièrement convaincus par l'argument. » En fait, la conférence de Munich sur la sécurité, que j'ai sans cesse envie d'appeler le dialogue de Munich sur la sécurité, sans vraiment savoir pourquoi,
a publié un compte-rendu de la réunion, une sorte de résumé de la discussion, sur son site officiel. Et voici ce qu'on y trouve. And this is what it actually says in that. It says, for many, the speech given by US Il est dit que, pour beaucoup, le discours prononcé par le secrétaire d'État américain Marco Rubio n'a fait que confirmer que les Européens ne pouvaient plus compter sur les États-Unis et devaient considérablement accroître leurs investissements dans leurs propres ressources. Bien que le ton ait été étonnamment conciliant, le discours n'a pas comblé le fossé qu'avait ouvert celui de J.D. Vance l'année précédente. Il y a donc, je pense, des réactions très différentes à travers l'Europe. Certains disent « oui, cela soutient notre argument en faveur d'une augmentation des dépenses liées à la défense ». Il y a aussi quelques personnes sensées comme toi, Pascal, qui disent « oui, je vous l'avais bien dit, les États-Unis ne sont pas fiables. Poursuivons une autre politique étrangère. » Et je pense qu'il y a probablement beaucoup de gens qui, eux, réduisent discrètement leurs risques. On a pu le constater, par exemple, dans certaines des conversations que la ministre allemande des Affaires étrangères a eues avec le ministre indien des Affaires extérieures, le Dr. S. Jaishankar, lors de la conférence. Ils ont tous plus ou moins dit « oui, Marco Rubio a dit cela, c'est très bien. Mais nous cherchons aussi d'autres partenaires dans le monde. Nous ne formons pas une seule civilisation. Nous ne sommes pas tous unis sous la nouvelle Rome. Nous suivons notre propre voie dans le monde. » Donc je pense en réalité que même s'il y a des gens qui, vous savez, on a beaucoup insisté, surtout dans les médias alternatifs, sur les Européens qui applaudissent et suivent le mouvement. Évidemment, je suis très très loin d'ici, en Australie, mais je soupçonne qu'à huis clos, il y a beaucoup de discussions sur la recherche d'autres partenariats. Et pour moi, peut-être que la plus grande initiative en ce sens a été l'accord de libre-échange UE-Inde, conclu il y a quelques semaines, qui constituait une réponse assez importante à ce genre de dynamique. C'est vrai. Mais vous savez, quand nous avons discuté des réactions de l'Europe, une chose est de ne pas être satisfait de l'attitude des États-Unis. Mais rappelons-nous, le discours de J.D. Vance l'année dernière réprimandait les Européens pour leur manque de soutien à la liberté d'expression, pour leur répression de la dissidence, pour leur racisme, pour s'engager sur une mauvaise voie en interne. C'était pas une critique de leur supposé anticolonialisme ou quelque chose de ce genre. Donc, Rubio a en quelque sorte introduit un autre aspect, celui du colonialisme. Et à mon avis, ce n'est pas quelque chose que les Européens rejettent vraiment. Au contraire, juste après avoir enregistré cette vidéo avec toi, la prochaine personne à qui je vais parler est ma compatriote, Nathalie Jump. Compatriote est une expression un peu étrange, mais oui, ma compatriote Nathalie Jump, qui est suisse du côté de sa mère et camerounaise du côté de son père. Elle a toujours été panafricaniste et militante panafricaine, disant « Regarde, ce que la France fait à l'Afrique et ce que les puissances coloniales européennes font aux Africains, c'est encore tout à fait méprisable. » Et en réalité, nous, Africains, vivons sous sanctions de l'UNUMBER depuis bien longtemps. Et maintenant, bien sûr, elle aussi a été sanctionnée par la France. Elle a été inscrite sur la liste des sanctions russes, sur la liste des sanctions de l'Union européenne, et elle ne peut désormais plus rentrer chez elle en Suisse. Elle interprète cela comme une nouvelle version de l'Europe coloniale d'autrefois, réprimant toute forme de dissidence, au nom de son prétendu droit légitime d'être, comme l'a dit un jour Joseph Borrell, un jardinier, un intendant et un berger de la jungle. Cet état d'esprit reste profondément ancré dans la mentalité européenne, au point de ne même plus être conscient, mais il demeure omniprésent. Écoute, je suis d'accord, mais je pense aussi que c'est variable. Et je suppose qu'il y a deux aspects à cela.
D'une part, il y a les sanctions contre ton compatriote et Jack Baud. J'ai vu une interview de Jack Baud l'autre jour, et c'est tout simplement terrible de penser à ce qu'il traverse. Tout cela est vraiment grave et préoccupant. Il ne semble tout simplement pas y avoir en Europe un électorat suffisamment fort en faveur d'une culture politique plus décente. Une culture plus respectueuse de la dissidence et de la pluralité des points de vue. D'autre part, je pense que les critiques des États-Unis envers l'Europe sont profondément hypocrites. Je veux dire, le discours de J.D. Vance. Eh bien, les États-Unis sanctionnent actuellement un ministre ou un haut fonctionnaire de l'Union européenne parce qu'ils mettent en œuvre diverses politiques concernant l'intelligence artificielle ou la régulation des médias et des services numériques. Et en sanctionnant 4 juges de la Cour pénale internationale, et les États-Unis sanctionnent Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens, n'est-ce pas? Ouais. Cela continue encore et encore avec ce genre d'outils du pouvoir colonial qui répriment simplement les principes anticoloniaux. Et dans une certaine mesure, cela correspond aussi très largement aux intérêts économiques des oligarques de la tech gravitant autour de Trump, le secteur de l'intelligence artificielle, le cercle de Peter Thiel, Elon Musk, et ainsi de suite. Donc une grande partie de tout cela, vous savez quand Vance a prononcé son discours à Munich l'année dernière, c'était environ 2 jours après une conférence internationale sur la régulation de l'IA. Et les États-Unis étaient le seul pays au monde à avoir déclaré « Nous n'allons coopérer avec personne sur l'IA pour tenter de maîtriser cette bête incontrôlable ». L'autre aspect, c'est la partie liée au Marco Rubio ou à la reconquista occidentale du gouvernement américain. C'est une sorte de reconquista en Europe, la promotion d'une vision conservatrice, nationaliste et civilisationnelle de l'Occident au sein même de l'Europe, qui inclut, dans la stratégie de sécurité nationale, la description de certains pays, la Hongrie, l'Italie et d'autres, comme, je crois que le terme exact est les nations saines de l'Europe. Tout cela s'inscrit dans une rhétorique anti-immigration. C'est donc le cas, et non pas que je soutienne la vision du monde général de Jake Sullivan, mais j'ai entendu une discussion avec lui l'autre jour, où il disait que l'une des particularités de la toute dernière stratégie de sécurité nationale est qu'elle exprime de manière très explicite une préférence pour un camp politique au sein de la communauté européenne, dans la politique étrangère des États-Unis. Et la stratégie de sécurité nationale le fait effectivement. Elle a d'ailleurs été appuyée par diverses interventions, comme celle de Rubio, visant potentiellement à donner de l'argent à Orbán pour son élection, tout comme cela avait été fait avec Milei en Argentine. C'est avéré, vous savez, il existe des documents du département d'État montrant que des fonds de l'USAID ont été réorientés vers divers groupes je ne veux pas dire populistes ou nationalistes, mais plutôt ethno-nationalistes, pro-droite, plus sympathiques à l'agenda MAGA aux États-Unis, une sorte d'agenda anti-immigration, pro-civilisation occidentale, conservateur au sein des États-Unis. Ainsi, les États-Unis agissent comme une sorte de puissance impériale en Europe. Et cela fait aussi partie du message caché du discours. D'une certaine manière, c'était un appel à l'Europe pour qu'elle revienne dans le giron en disant « Nous appartenons ensemble ». Mais le postulat de départ, c'est que nous, les États-Unis et l'Europe, formons une seule civilisation. Et par implication, ce sont les États-Unis qui dirigent cette civilisation. Les États-Unis se considèrent très clairement comme les héritiers de la civilisation occidentale. Et oui, c'est en quelque sorte une nouvelle vision impériale, je suppose. Une vision d'un grand État-civilisation occidentale dans lequel l'Amérique est dominante et l'Europe subordonnée. Mais je ne vois vraiment pas comment les dirigeants européens
Et vous savez, plusieurs d'entre eux l'ont dit de manière plus ou moins explicite, peuvent réellement adhérer à cela. Même, vous savez, l'ensemble du camp occidental est généralement assez pro-américain, n'est-ce pas? Pourtant, ils ont déclaré qu'ils ne soutenaient pas vraiment ce genre d'approche. Ils sont clairement contraints et limités dans ce qu'ils peuvent faire. Mais je ne peux tout simplement pas imaginer qu'une vision aussi coercitive, régressive, impérialiste et colonialiste soit réellement acceptée en Europe ou dans le reste du monde. Et si l'Europe levait les yeux de ses problèmes actuels et demandait à n'importe qui ailleurs dans le monde, on lui dirait « Vous n'êtes pas obligé de suivre cette absurdité selon laquelle vous ne formeriez qu'une seule civilisation avec les États-Unis. » L'Europe regroupe de nombreuses civilisations et de nombreuses traditions. Elle est tout à fait capable de se libérer progressivement de l'emprise des États-Unis si elle prend quelques décisions judicieuses. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient envie. Je pense vraiment qu'ils sont plutôt contents d'être sous le joug, plutôt contents de faire partie de ce projet colonial. C'est plus une question de saveur, non? Pendant que les États-Unis te servent le Coca, l'Europe te sert le Pepsi. Peut-être un Fanta, non? Oui, tu ressens une saveur différente sur la langue, mais au bout du compte, c'est toujours l'obésité qui t'attend si tu avales tout ça, si tu le descends d'un trait. Mais la question pour moi, c'est de savoir s'il s'agit d'une expression des États-Unis, et par extension de l'Europe, affirmant une nouvelle domination et cherchant à être plus dominant. Ou bien, est-ce un aveu que la version implicite de tout cela, la version néocoloniale, celle du FMI et de la Banque mondiale, celle où l'on infiltre simplement vos pays pour les diriger quand même, a échoué, qu'elle est terminée et révolue. Et donc, tu sais, présenter Gaza comme cette glorieuse guerre d'autodéfense menée par un peuple accablé, la seule démocratie du Moyen-Orient, tout ce récit bidon a échoué. Il a échoué de manière définitive, et c'est fini, même si certains s'y accrochent encore. Donc en gros, d'accord, il nous faut quelque chose de nouveau. Encore une fois, soit on arrête, soit on redouble d'efforts. Et en somme, c'est un aveu de l'échec de cette version implicite du colonialisme. Alors, retour à sa version explicite. Mais cela signifie qu'on se trouve structurellement dans une position plus faible. Le moment où tu dois recourir aux armes pour prouver que tu as raison, c'est le moment où le pouvoir d'influence a cessé de fonctionner. Oui. Écoute, je pense que c'est d'une certaine manière un aveu ou une déclaration de faiblesse. C'est une déclaration de défaite, si tu veux. Et d'une certaine façon, c'est similaire à ce qu'était, tu sais, la vision de Franco pour la Reconquista. Je veux dire, il avait ce rêve de faire renaître l'Empire espagnol pour toujours, y compris en Amérique latine, etc. Et cela n'a jamais vraiment abouti. Je soupçonne que ce nouveau... Comment a-t-il dit? Ce nouveau siècle occidental, ce nouveau siècle américain occidental, pourrait connaître le même sort parce qu'il parle depuis une position de faiblesse. Et rien que cette déclaration lors de la réunion de Munich, le résultat du dialogue sur la sécurité de Munich, eh bien, tu sais, oui, nous ne sommes pas convaincus. Beau discours, bien rédigé, mais nous ne sommes pas convaincus. Il va falloir faire mieux que ça. Et depuis, tu sais, Macron est allé en Inde. Macron's been to India. Merck va en Chine ou en Inde, je ne me souviens plus laquelle. Lorsque l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde a été conclu, il y a eu beaucoup de fierté en Europe à ce sujet. En même temps, ils ont signé le grand accord avec l'Amérique latine, le Mercosur, ou peu importe comment on l'appelle. Mais l'un des éléments marquants de l'événement autour de l'accord de libre-échange UE-Inde, c'était qu'il y avait Modi, Ursula von der Leyen et le président du Conseil. Je ne me souviens plus de son nom. Mais il a beaucoup insisté sur le fait qu'il est d'origine indienne
Il a même sorti son passeport d'Indien de l'étranger, parce que c'est son héritage. Donc, je pense simplement, ce sera un chemin très difficile à suivre pour l'Europe, car les États-Unis sont, comme vous le dites, tellement violents, tellement brutalistes, tellement centrés sur eux-mêmes et tellement imprévisibles en ce moment. Et ce n'est peut-être qu'un vœu pieux de ma part, mais je pense qu'il y a au moins des signes montrant que les gens veulent se libérer et en ont assez. Je crois que ce serait une véritable tragédie pour l'Europe et une tragédie pour le monde s'ils se contentaient de dire « D'accord, votons simplement pour le prochain président démocrate et tout ira bien ». Mais j'ai entendu, dans la rhétorique qu'ils ont employée, notamment autour du discours de Carney, Ursula von der Leyen dire que c'est un changement permanent et que l'évolution vers la poursuite de l'indépendance européenne doit être durable. Ce ne sont que des paroles, certes, mais je soupçonne qu'il se passe aussi beaucoup de choses en coulisses, plus techniques et ennuyeuses, comme l'accord de libre-échange Inde-UE, qui créeront davantage d'espace pour que l'Europe agisse de manière indépendante. Et je l'espère vraiment, car ce serait une tragédie pour le monde si l'Europe continuait encore longtemps à se soumettre à ce genre d'absurdité venant des États-Unis. Mais je suis peut-être trop optimiste, car je suis aussi très convaincu, tu sais, par les arguments de Neil Benilla et d'autres, sur l'ampleur de l'interpénétration des élites transatlantiques. J'ai le sentiment que le bunker, comme le dit Neil, créé par ce système, n'est pas si solide. Il y a beaucoup de failles et de fissures, et il n'est pas si bien construit. Et il y a beaucoup d'aspects qui agacent les gens, contre lesquels ils finiront par se rebeller avec le temps. Je ne peux pas en être certain, mais c'est assurément mon espoir. Mais vous savez, si l'on regarde l'état d'esprit, d'un côté, on peut soutenir, comme elle le fait, comme Neil Benilla le fait, que l'Europe est tellement capturée que, même lorsqu'elle essaie ou lorsqu'elle semble s'opposer à l'approche coloniale des États-Unis, elle ne fait en réalité que suivre d'une autre manière, n'est-ce pas? Et cela va de pair avec ces arguments de Brian Berletic, par exemple, qui dit « Regardez, chaque fois que l'Europe déclare « Oh, nous ne sommes pas satisfaits des États-Unis », en réalité, ce qu'elle finit par faire, c'est exactement ce que les États-Unis veulent. Une fois qu'ils augmentent le budget de la défense de 1 à 2%, puis de 2 à 5, et qu'ils achètent plus d'armes, où les achètent-ils? Eh bien sûr, aux États-Unis. Et à qui donnent-ils l'argent? Eh bien sûr, à la guerre par procuration en Ukraine. Donc, en gros, la division du travail est simplement mise en œuvre, exactement comme Rubio l'avait dit et avait conseillé aux Européens de le faire 1 an plus tôt, n'est-ce pas? Vous devez assumer davantage de responsabilités. La guerre en Ukraine est désormais votre guerre. Nous la dirigeons, mais c'est à vous de la mener. Tout comme les Ukrainiens sont utilisés comme chair à canon pour la combattre physiquement. Et vous obtenez le feu vert pour cela. Et puis, quand on en vient à cet aspect colonial, n'est-ce pas? Il suffit de regarder la réaction de l'année dernière pendant la guerre de 12 jours en juin contre l'Iran, avec M. Merz qui l'a qualifié de « sale besogne », n'est-ce pas? Oh, ils font notre sale besogne. Toutes ces idées, ces idéaux d'opposition aux guerres d'agression, de respect de la Charte des Nations Unies et blablabla. Tout ce qui était sacro-saint quand il s'agissait de la Russie envahissant l'Ukraine disparaît soudainement quand il s'agit des États-Unis attaquant l'Iran. Et en ce moment, vous savez, la plus grande force américaine est en train d'être déployée dans le Golfe contre l'Iran, encore une fois. Et les Européens, étonnamment silencieux. Non seulement silencieux, la chose la plus anti-impérialiste qu'ils aient faite, c'est les Britanniques disant « Peut-être qu'on envisage de vous interdire d'utiliser Diego Garcia ». Et nous savons tous que, bien sûr, les États-Unis finiront par utiliser Diego Garcia. Bien sûr, il y aura un accord.
Et bien sûr, au final, les Européens, même s'ils n'envoient pas leurs propres troupes, soutiendront les États-Unis par leur rhétorique, quoi qu'il arrive, et diront quelque chose comme « Il est temps de mettre fin au régime abject en Iran, n'est-ce pas ?» Comme ils le font déjà. Donc, ils ont déjà adhéré à cette idée, du moins mentalement, il me semble. Oui, regardez, Yeah. Look, I mean, yes and no. I mean, I think there's Je veux dire oui et non. Je pense qu'il y a là une vérité absolue. Mais j'étais, et peut-être que c'est parce que, vous savez, pendant une trentaine d'années, j'ai été un bureaucrate. Donc je suis très sensible à la manière dont on peut dire « Oui, bien sûr, monsieur le ministre, bien sûr, monsieur le ministre », tout en pensant « Ce type est un parfait idiot ». Oh, pardon, oui, je ne devrais pas dire ça. Bref, je lisais justement un livre sur les conquistadors et l'Empire espagnol. Et il y avait une sorte de doctrine juridique utilisée par beaucoup de gens au sein de l'Empire, qui disait en gros « Nous obéissons, mais nous n'appliquons pas les lois ». C'était essentiellement une façon de dire « Oui, bien sûr, nous respectons votre autorité impériale, empereur Charles Quint, mais nous sommes sur le terrain et nous connaissons les circonstances locales. » We're actually on the ground and we know the local circumstances. And in your interests, we're not going to do this. Et dans votre intérêt, nous n'allons pas faire cette chose absurde que vous nous avez demandé, car nous savons que ce n'est en réalité pas dans votre intérêt ultime. Cette doctrine a été invoquée par Cortés et par toutes sortes de personnes pour commettre des choses assez épouvantables, mais aussi par certains qui ont résisté aux pires pratiques de l'Empire espagnol. Je me demande s'il n'y a pas là un élément consistant à donner l'impression d'aller dans le même sens, tout en, avec le temps, mettant du sable dans les rouages, en ralentissant le processus et en le réorientant quelque peu. Et en effet, prenons par exemple les dépenses de défense. L'Europe s'est engagée à les augmenter, mais elle a aussi défini les dépenses de défense d'une manière qui permet d'en diriger une bonne partie vers l'investissement dans les infrastructures publiques, ce qui est en partie militaire, mais aussi en partie bénéfique pour le civil. Et il y a eu, ces derniers jours, une énorme dispute entre l'un des ministres américains et l'Europe à propos de cette question. Que voulez-vous dire par là? Que vous allez dépenser cet argent pour des systèmes d'armes européens plutôt qu'américains? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais c'est pourtant ce que l'Europe est en train de faire. Donc, en quelque sorte, ils ont dit oui. Ou encore, prenez le commerce. Le fiasco des tarifs douaniers avec les États-Unis. Oui, nous avons accepté votre accord tarifaire. Mais peut-être avions-nous le pressentiment que tout s'effondrerait dans 6 mois, parce que vous n'aviez pas l'autorité constitutionnelle nécessaire. Donc, j'ai vraiment le sentiment que lorsqu'il s'agit de la manière dont les grandes questions entre États-majors sont traitées, il y a souvent beaucoup plus de marge de manœuvre derrière des positions apparemment uniformes qu'il n'y paraît. Mais peut-être que je parle simplement comme un vieux bureaucrate. Maybe I'm just an old bureaucrat speaking. I don't know. Je ne sais pas. Non, je suis aussi optimiste. Et tu sais, c'est vrai. Je veux dire, nous prenons ces morceaux de discours et d'action, nous essayons de les assembler en un tout cohérent et d'y lire la grande trajectoire de l'histoire, ce qui, surtout dans les affaires courantes, est toujours une chose dangereuse à faire, car nous avons tendance à choisir la mauvaise trajectoire, n'est-ce pas? Il y en a généralement une, mais en général, quand on regarde en arrière, on s'accorde à dire que ce n'était pas celle-là. Quoi qu'il en soit, c'était très intéressant, Jeff. Merci beaucoup pour cela. Et peut-être puis-je simplement rappeler à tout le monde, si vous voulez retrouver Jeff, rendez-vous sur The Burning Archive sur Substack ou sur YouTube. Jeff, y a-t-il un autre endroit où les gens devraient te suivre, te retrouver ou vers lequel tu voudrais les orienter? Il y a 2 principaux endroits. Le Substack, c'est jeffrich.substack.com, mais il s'appelle The Burning Archive, qui est en quelque sorte mon ancien nom sur Internet.
En général, pour mes articles sur Substack, qui peuvent parfois être un peu longs, je fais aussi des narrations audio que l'on peut généralement trouver sur Spotify ou sur la plateforme de podcast de son choix, pour les écouter pendant une promenade l'après-midi. Tout le monde, allez sur les plateformes, trouvez Jeff Rich, découvrez The Burning Archive et ses nombreuses contributions. Jeff, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pascal. Thank you, Pascal.